plus d'1 millier de localités privées d'électricité en Ukraine après la série de bombardements russes sur des infrastructures énergétiques et des zones résidentielles. La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi de retour à Téhéran. Elle nie avoir intentionnellement voulu retirer son voile lors d'une compétition officielle. Produire de l'énergie grâce au soleil et protéger ses cultures. C'est l'objectif de cette exploitation en Haute-Saône qui a fait le pari de l'agrivoltaïsme. La Russie a poursuivi mardi sa campagne de bombardement sur plusieurs villes ukrainiennes. Kiev, Dnipro, Kryvyi, Kharkiv, Mykolaïv. Partout, les scènes de destruction se multiplient sur des zones résidentielles et des infrastructures énergétiques. En une semaine, environ un tiers des centrales électriques du pays ont été endommagées selon la présidence ukrainienne qui fait état d'une situation critique à l'approche de l'hiver. Plus de 1000 localités sont privées d'électricité, le chauffage ou l'eau pourraient venir à manquer. Sur le terrain, l'armée russe a revendiqué pour la première fois depuis septembre la reconquête d'un village dans la région de Kharkiv. Mais elle reconnaît une situation toujours tendue alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans le sud-est, notamment dans la région annexée de Kherson où Moscou a annoncé l'évacuation de la population. Les frappes russes continuent de faire de nombreuses victimes civiles. Un homme est mort dans un immeuble bombardé à Mykolaïv, tandis qu'à Kiev, le maire a fait état de 3 victimes. Outre les missiles et roquettes de haute précision, ce sont les drones iraniens qui sèment la terreur dans le ciel. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a proposé à Volodymyr Zelensky de rompre les liens diplomatiques avec Téhéran, qui nie fournir des armes à Moscou. C'est une nouvelle barrière qui pourrait voir le jour aux confins de l'Europe, à la frontière russo-finlandaise. 2 semaines après avoir fait état de sa volonté de construire un mur, la première ministre finlandaise Sanna Marin affirme qu'un consensus devrait être trouvé au Parlement d'Helsinki. Les autorités s'inquiètent d'une éventuelle migration illégale à grande échelle et d'incursions militaires russes dans le contexte de la guerre en Ukraine. La Finlande partage avec la Russie 1300 km de frontières, la plus longue de tous les États membres de l'Union européenne. Nous voulons nous assurer que nous disposons d'un soutien suffisant pour que nos gardes-frontières puissent effectuer un contrôle efficace et approprié des frontières. En outre, nous devons être prêts à faire face à toute situation perturbatrice. Entre 130 et 260 km de clôture pourraient être érigés le long de la frontière russo-finlandaise, le reste étant jugé moins à risque en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles. Leur coût est estimé à des dizaines de millions d'euros et leur construction pourrait prendre plusieurs années. Depuis samedi dernier, des températures particulièrement douces sont enregistrées dans le sud-ouest de la France, parfois plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors que la barre des 30 degrés a déjà été atteinte et même dépassée dans plusieurs villes des Pyrénées-Atlantiques, la chaleur pourrait s'intensifier ce mercredi. Qualifié de remarquable par Météo France, cet épisode plutôt agréable pour les baigneurs reste surprenant pour un mois d'octobre bien entamé. C'est pas normal. De manière, à cette époque-ci, normalement, on devrait avoir déjà du gel. Le passage des oiseaux ne se fait pas. Donc, on ne comprend pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi. La planète est en danger, là. Après un été très chaud, sec et par moments caniculaire, cette vague de chaleur pèse sur les nappes phréatiques et fleuves qui, comme la Garonne, manquent d'eau. Ce qui est surprenant, c'est que cette année, on a pu marcher là le 10 juillet, le 10 août, le 10 septembre et maintenant le 10 octobre. Donc, on a 4 mois où on a eu la Garonne très basse. Selon Météo France, ce pic de chaleur n'est pas exceptionnel pour la période, mais anormalement long et des records de température pourraient être battus. C'est inquiétant, mais en même temps, je pense pas qu'il faut tout ramener, pas toujours au réchauffement climatique, mais je pense que là, on l'a vu cet été avec beaucoup de sécheresse, ça c'était vraiment inquiétant. On verra, je pense, dans les prochaines années si ça se trouve il va faire cette température-là le 25 décembre un jour. Là, ça sera vraiment inquiétant. Une masse d'air chaude en provenance du Maghreb serait à l'origine de la chaleur qui parcourt l'Europe de l'Ouest jusqu'au Royaume-Uni. Cette imposante moissonneuse-batteuse récolte sans encombre le soja sous des panneaux solaires.
En pleine crise de l'énergie, l'agrivoltaïsme a le vent en poupe. Comme ici, dans la commune d'Amance en Haute-Saône, où une expérimentation est menée pour développer l'énergie solaire sans entraver les grandes cultures céréalières. Un nuage composé de 5500 panneaux photovoltaïques s'étend au-dessus des gousses de soja brune arrivées à maturité. L'objectif est de pouvoir répondre aux besoins de la France en termes de développement d'énergie renouvelable sans préempter des surfaces agricoles. Donc de pouvoir permettre une continuité de développement d'activités agronomiques et agricoles, en l'occurrence en grande culture comme en élevage. Et le but, c'est de permettre aux agriculteurs à la fois de continuer à produire tout en amenant un ombrage mobile et partiel qui va protéger les cultures des stress climatiques comme les très fortes chaleurs ou la sécheresse qu'on a eue cet été. Mobiles pour suivre la course du soleil, les panneaux solaires se mettent à la verticale pour laisser passer la pluie. À l'horizontale, ils peuvent limiter les dégâts de la grêle ou faire gagner ou perdre quelques degrés au sol. D'après le TSE, l'un des principaux producteurs d'énergie solaire en France, la production de 2,5 MW crête, soit l'équivalent de la consommation de 1350 habitants, doit être raccordée au réseau électrique début décembre. 3 ans après un soulèvement massif des Chiliens réclamant plus de justice sociale, le mécontentement de la rue gronde encore. Lors d'un rassemblement à Santiago mardi, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. Face aux barricades érigées puis brûlées par les protestataires, les 25 000 policiers mobilisés ont fait usage de canons à eau et gaz lacrymogènes. Parti d'une contestation étudiante, le mouvement de 2019 demandait des améliorations dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore des retraites. En 5 mois, une trentaine de manifestants étaient morts, plus de 400 personnes avaient été blessées et de nombreuses violations des droits humains avaient été rapportées. Porté au pouvoir par cette révolte, le jeune président de gauche a commémoré ce soulèvement social en appelant au dialogue national. Il y a eu des efforts pendant toutes ces années, sans aucun doute, je ne veux pas le nier. Mais nous n'avons toujours pas obtenu les réformes qui résolvent les faiblesses des droits sociaux des hommes et des femmes chiliens. Depuis sa prise de fonction en mars dernier, l'ancien représentant étudiant a depuis essuyé plusieurs revers, dont le rejet par référendum d'une nouvelle constitution en septembre dernier. Des centaines de personnes rassemblées pour accueillir celle qui pourrait devenir l'un des symboles de la lutte en Iran. À bord de cette camionnette se trouve Elnaz Rekabi, grimpeuse iranienne qui vient de participer sans voile au championnat d'Asie d'escalade. Les images ont fait le tour du monde, de quoi embarrasser Téhéran. Hier, durant plusieurs heures, plus aucune nouvelle de l'athlète. Elle est finalement réapparue à l'aéroport de la capitale iranienne, minimisant la portée de son geste. J'ai été appelée de manière inattendue et j'ai dû participer. J'étais occupée à mettre mes chaussons et mon équipement technique. Cela m'a fait oublier de mettre le hijab que je devais porter. Des explications qui ont du mal à convaincre. Alors Elnaz Rekabi aurait-elle été intimidée par les autorités iraniennes hier durant les quelques heures de sa disparition? Impossible de le savoir. Une chose est sûre, la fin du port obligatoire du hijab est l'un des mots d'ordre des manifestants dans les rues iraniennes. Depuis plus d'un mois et la mort de Mahsa Amini, des milliers d'entre eux bravent les forces de l'ordre pour demander davantage de liberté dans le pays. À Chypre, de nombreuses routes se sont transformées en rivières à la suite de fortes pluies et orages qui ont frappé cette île de la Méditerranée orientale ces derniers jours. La boue s'est infiltrée dans de nombreuses maisons et entreprises. Les vents puissants ont fait tomber des rochers sur des véhicules et la montée des eaux a bloqué certains passagers dans leurs voitures. Cette tempête devrait durer jusqu'à vendredi. À l'image de celui qu'il a incarné pendant 15 ans, Daniel Craig, alias Agent 007, vient de recevoir une décoration rare. Lors d'une cérémonie au château de Windsor, l'acteur britannique a reçu des mains de la princesse Anne, sœur du roi Charles III, le titre de compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, une récompense délivrée pour sa contribution exceptionnelle au cinéma et au théâtre. Ces images impressionnantes montrent au moins une douzaine de cercueils suspendus dans les airs. En cause, l'effondrement d'une chapelle funéraire de 4 étages du cimetière de Poggioreale à Naples. Il s'agit du deuxième incident de ce type dans le plus ancien cimetière de la ville du sud-ouest de l'Italie cette année. La mauvaise gestion du site est dénoncée.